Bonsoir à tous, édition spéciale du 18h. Nous allons revenir sur l'ensemble des résultats des élections. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Valérie. Avec vous des analyses également, des réactions en plateau. Oui, des réactions essentiellement avec les principaux ténors des partis francophones bruxellois qui se succéderont tout au long de l'émission. Voilà, et Fabrice Grosfilet est avec nous pour des analyses également de ces résultats pour voir un peu plus loin. Bonsoir. Fabrice. Alors on va prendre pour commencer la direction du palais de Bruxelles où l'on vous retrouve, Cyprien Oudemont. Le roi Philippe a déjà commencé ses consultations. Oui, le roi Philippe vient à l'instant de sortir du palais royal. Il a quitté ce lieu. Il en a d'ailleurs profité pour l'anecdote pour saluer quelques touristes qui étaient venus s'agglutiner ici. Alors il a consulté les présidents de partis. Vous l'avez dit, à commencer par Bart De Wever, le premier parti néerlandophone, le premier parti représenté à la Chambre, et le président des nationalistes flamands a offert un livre au roi, le livre écrit par Bart De Wever sur l'identité. Voilà qui présage sans doute l'un des thèmes de ces négociations qui s'avèrent difficiles. Juste après, le roi a reçu Elio Di Rupo, le président du PS, le premier parti francophone. Cette fois, Elio Di Rupo a quitté ces lieux il y a peu. Les consultations avec les autres présidents et présidentes de partis devraient donc se poursuivre dès demain. Et ce matin, le roi a reçu Charles Michel en tant que Premier ministre. C'est la tradition. Le Premier ministre sortant, évidemment, qui est venu visiter le roi au lendemain de ces résultats. Il a aussi reçu Jacques Brocchi, le MR président du Sénat, et Siegfried Brack, le NVA président à la Chambre. Vous le savez, ces consultations sont vraiment les prémices de la formation des gouvernements, une formation qui s'annonce difficile en vue des résultats d'hier. Merci à vous Cyprien, en direct du palais de Bruxelles. Alors ce qui ressort de ce scrutin, c'est cette vague noire qui déferle sur le nord du pays. Le Vlaams Belang est la deuxième formation politique en Flandre, derrière la NVA, qui reste le premier parti, mais qui se raffaiblit. Aujourd'hui, chacun se positionne, c'est la NVA qui a la main. Une question reste en suspens, le cordon sanitaire qui empêche le parti d'extrême droite de monter au pouvoir. Sera-t-il maintenu ? Leur bureau se trouve ici sur la place Madou. La salle de presse est plutôt pensée pour un petit parti, mais depuis hier soir, le Vlaams Belang pèse bien plus lourd dans la balance. Conséquence, les journalistes sont un peu les uns sur les autres pour entendre cette très courte déclaration. 4 minutes à peine pour insister sur ce point. Le parti est entré dans une nouvelle ère. Le nouveau Vlaams Belang, c'est un parti qui ne ferme pas la porte. Nous n'irons pas d'office sur les bancs de l'opposition. On a désormais un comité de négociation avec un esprit ouvert et nous regardons les initiatives que le plus gros parti prendra, c'est-à-dire celui de Bart De Wever. Car c'est bien lui qui a la main, et si le président du Belang avait annoncé qu'il présenterait ses priorités ce matin, il ne l'a pas fait sous les conseils avisés de Bart De Wever. Des priorités, ce n'est pas un bon début. Nous ne négocions pas avec la presse, nous verrons ça ensemble. En attendant, le Vlaams Belang, victorieux hier soir, a demandé de couper le cordon sanitaire et n'hésite pas non plus à se montrer très impliqué dans le discours communautaire. Dans ce pays, il y a deux démocraties. Les Wallons ont choisi la gauche et l'extrême gauche, et les Flamands ont choisi la droite et une politique migratoire plus critique. Et je propose que ces deux parties du pays puissent suivre leur propre chemin. On verra ça après les négociations. La NVA reste premier parti mais recule, tandis que le Vlaams Belang passe de 3 à 15 sièges à la Chambre et de 6 à 23 sièges au Parlement flamand. À Bruxelles, l'extrême droite n'a pas percé. On avait espéré mieux, mais les circonstances sont tellement difficiles ici à cause des institutions bruxelloises. Nous y sommes représentés avec un parlementaire, mais vous n'êtes pas encore débarrassé de nous à Bruxelles. La vague noire touche donc la Flandre et par conséquent la Chambre. Autre leçon à retenir, au lendemain de la victoire, les extrémistes flamands n'ont pas vraiment d'autre choix que de donner la main aux nationalistes. Et ce matin, la Belgique s'est réveillée sous le choc. Beaucoup de citoyens se montrent fatalistes et inquiets. Ils s'attendent à une longue période de négociations. Regardez. Que ce soit sur le marché de Saint-Job ou dans le quartier des Marolles, ce matin, c'est l'heure du débriefing élection et personne ne reste indifférent à la percée du Vlaams Belang en Flandre. J'ai entendu à la radio ce matin, j'ai entendu que c'était un peu l'alerte rouge et que tout le monde s'échauffait.
J'attends de voir, je réalise pas encore trop. C'était surprenant, hein, ce décalage entre le nord et le sud, ça c'est très surprenant. Ça fait un peu peur aussi. Qu'est-ce qui va se passer avec la montée de l'extrême droite avec les Flamands? C'est triste, ça fait peur et je pense qu'on doit se questionner aujourd'hui sur la société qu'on vit et dans laquelle on vit et les valeurs qu'on défend. Inquiétude chez certains, peur chez d'autres, mais peu de Bruxellois se montrent surpris par cette montée des extrêmes. Dans toute l'Europe, c'est comme ça maintenant. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc c'est quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents des politiques appliquées, ça c'est évident. Hein. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Ça va mal partout. Vous voyez déjà à Bruxelles comment ça se passe là, c'est normal que ça monte. Ça m'inquiète, bien sûr que ça m'inquiète, comme tout le monde. Quant au pronostic pour la formation d'un futur gouvernement fédéral... Ça va prendre des mois et des mois, c'est ça ce qui est inquiétant. Ça va être une discussion, et ça va être un truc interminable. Un record, ouais. C'est naturel ici. Hein. La coalition avec la montée du Vlaams Belang, c'est un peu difficile. Donc il risque de tout foirer. Ça va être une sacrée paire de manches, effectivement. Ouais, on est curieux de savoir comment ça va se passer. On espère que ça se passera le mieux possible. Voilà. Et avant de poursuivre cette émission, on va refaire un point sur les résultats à la Chambre. Pour commencer avec vous, Marine Hubert. Oui, tout à fait, Valérie. Et je vous propose tout d'abord de regarder la situation du côté des partis néerlandophones qui, vous le savez, sont numériquement plus nombreux à la Chambre. La NVA compte désormais 25 sièges et perd donc 8 sièges. Le Vlaams Belang compte 18 députés. C'est 15 de plus par rapport à la législature précédente. L'Open VLD est à 12 sièges. Le CDNV perd la moitié de ses élus et est à 12 sièges également. Le SPA compte désormais 9 élus, 9 députés. Groen en compte 8. Alors, du côté des partis francophones, vous allez le voir dans un instant, c'est le Parti socialiste qui compte le plus de députés avec 20 sièges. Il est suivi du MR, 14 sièges. Le mouvement réformateur qui perd 6 sièges. Écolo est à 13 sièges et fait une percée avec 7 élus supplémentaires. Le PTB et le PVDA qui se présentaient ensemble totalisent 12 sièges. Le CDH n'a plus que 5 députés et Défi se maintient avec 2 élus. Si maintenant on regarde les élus francophones, parmi ces élus francophones, 15, vous allez le voir, proviennent de la circonscription de Bruxelles. Voici comment ils sont répartis. 4 sont issus du Parti écolo, 3 proviennent du mouvement réformateur, 3 élus du PS. Le Parti Défi compte 2 élus bruxellois et tout comme le groupe PTB-PVDA, 2 élus également. Le CDH compte 1 élu. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ces résultats à la Chambre, Valérie. Merci beaucoup Marine. Encore une réaction d'un observateur, notamment de la politique flamande, où l'on s'attendait effectivement du côté des observateurs à une montée du Vlaams Belang, mais pas d'une telle ampleur. Alors selon le journaliste politique que l'on va entendre, le thème des migrations, qui a beaucoup occupé la campagne en Flandre, n'y est pas pour rien. NVA porte une grande responsabilité en faisant tomber le gouvernement sur ce thème-là. Il a fait un cadeau au Vlaams Belang en disant voilà, c'est votre thème, je vous l'offre. Il porte vraiment une très grosse responsabilité à ce niveau-là. Et quand on voit maintenant que, par exemple, en Flandre occidentale, le Vlaams Belang fait du 15 à 20%, alors qu'ils étaient nuls avant ça, on ne comprend pas. Fabrice Grosfilet, bonsoir. Une analyse d'abord sur le blocage au fédéral. Est-ce qu'il est total aujourd'hui ? Alors la situation, elle paraît effectivement particulièrement ardue à démêler et c'est la conjonction de 2 facteurs. Le premier de ces 2 facteurs, c'est le volume qui est désormais occupé au Parlement par le Vlaams Belang d'un côté
et le PTB-PVDA de l'autre, l'extrême droite donc, et l'extrême gauche, qui ensemble pèsent 30 sièges. Ce sont 30 sièges qui sont en quelque sorte un petit peu neutralisés dans la recherche d'une coalition, puisque les autres partis politiques ne souhaitent pas être associés à ces deux formations pour former un gouvernement. Le deuxième facteur, ce sont les exclusives qui ont été prononcées tout au long de cette campagne et qui ont encore été répétées pour certaines d'entre elles ce matin. La NVA ne veut pas gouverner avec les écologistes et le Parti socialiste, et c'est la même chose dans l'autre sens. Jean-Marc Nollet notamment a reconfirmé ce matin qu'Écolo ne voulait en aucun cas être associé à la NVA dans une majorité au fédéral. Or, la NVA, avec 25 sièges et dans une moindre mesure le Parti socialiste également, reste arithmétiquement très difficilement contournable. Si vous tenez compte donc de ces deux paramètres, la montée des extrêmes d'un côté, les exclusives, eh bien arithmétiquement, il faudrait au minimum 7, voire 8 formations pour arriver à trouver une majorité. Donc la majorité au Parlement fédéral, c'est au moins 76 sièges. Donc pour sortir de cette crise-là, il y a deux scénarios. Soit il faut que ceux qui ont prononcé des exclusives y renoncent. C'est pas impossible, mais ça prendra probablement un petit peu de temps. Il faudra passer par des moments de dramatisation pour justifier qu'on renonce aux exclusives qu'on a prononcées. Soit il faudra peut-être un jour repasser par des élections. Et troisième hypothèse, c'est le basculement dans un système confédéral. Et cette hypothèse-là, elle a encore été répétée ce matin par Bart de Wever. C'est le scénario que lui privilégie. Et donc, apparemment, une crise qui risque d'être assez longue au fédéral. Pendant ce temps-là, est-ce que les majorités vont se mettre en place beaucoup plus vite dans les régions ? Alors, indéniablement, ce sera probablement beaucoup plus facile dans les régions. La situation est beaucoup moins bloquée. En tout cas, elle apparaît beaucoup plus simple à dénouer dans les régions. D'ailleurs, les négociations vont commencer dès demain du côté flamand, Bart de Wever l'a annoncé. Elles commenceront mercredi du côté francophone. Ce seront Loreton Koelings et Rudy Vervoort qui les mèneront à Bruxelles, et ce sera Elio Di Rupo et Paul Magnette qui les mèneront en région wallonne. C'est sans doute ce qui explique que le Palais a voulu commencer rapidement en recevant dès aujourd'hui des présidents de parti. Il va poursuivre ce travail-là demain. Sans doute que l'idée pour le Palais, c'est d'essayer de nommer un informateur, ou en tout cas quelqu'un qui sera chargé d'explorer la suite des conversations d'ici la fin de la semaine. Parce que lier les négociations au fédéral et aux régions, c'est un moyen de garder un moyen de pression sur des partis qui pourraient être tentés d'aller d'un côté et pas de l'autre. Donc on peut essayer comme ça d'éviter l'enlisement et de garder un moyen de pression. C'est aussi un moyen pour le Palais de garder la main et de montrer qu'il est effectivement à la manœuvre et qu'il ne se laisse pas enliser dans un début de crise. Mais on sait que malgré tout, si on s'enlise au fédéral, les régions, elles finiront bien par avancer un jour ou l'autre. C'est probablement ça qui se passera dans quelques semaines. Merci beaucoup Fabrice. On va poursuivre avec les résultats, cette fois pour la région bruxelloise et pour les partis francophones, Marine. Oui, Valérie. Et regardez, c'est le PS qui est premier parti à Bruxelles. Vous allez découvrir ces résultats dans un instant avec moi. Le PS qui compte désormais 17 sièges. Écolo compte 15 députés et réalise une percée. Écolo qui double son nombre d'élus. Le mouvement réformateur est troisième avec 13 sièges. Le PTB compte désormais 10 sièges et double aussi quasiment son nombre d'élus. Défi est cinquième avec 10 sièges. Le CDH compte 6 sièges et la liste Dire Animal fait son entrée au Parlement bruxellois avec un siège. Voilà donc pour les résultats francophones au Parlement bruxellois. On vous détaillera dans un instant les résultats des élus néerlandophones. Ben oui, on le voit côté néerlandophone, la région bruxelloise, c'est le Parti socialiste qui a la main. Le coude à coude avec Écolo s'est prolongé une bonne partie de la soirée hier, mais c'est le PS qui est le premier parti à Bruxelles. Les socialistes bruxellois entameront les consultations, on l'a dit, mercredi. On va regarder cela en reportage. Un petit coucou à la caméra ou un bonjour de vive voix. Bonjour. Les socialistes arrivent un à un à leur première réunion de parti, un jour après les élections. On va faire un peu un débriefing de post-élection. On peut compiler les résultats et voir ensemble la meilleure réflexion qu'on peut avoir pour l'avenir, voir un peu comment les choses vont se décanter. Vous arrivez en vélo, ça veut dire que vous allez travailler avec les écolos? Je ne sais pas si vous devez y voir un signe. Les ténors du PS se dépêchent. Une fois Rudy Vervoort arrivé, la réunion peut commencer à l'abri des caméras.
Derrière ces murs, on analyse surtout les résultats bruxellois, canton par canton. Même si évidemment il y a, je dirais, un certain tassement, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais malgré tout nous avons la main. Et justement, je crois que ce qu'il faut maintenant, c'est commencer les discussions avec les autres formations politiques. Pour Bruxelles, les négociations débuteront ce mercredi. On commencera bien entendu par recevoir Écolo et puis dans le suivi l'EMR. Et puis DEFI et PTB et CDH. Donc c'est vraiment dans l'ordre du choix des électeurs. Et ce que je veux effectivement, c'est la coalition la plus progressiste. Autre réunion pour les socialistes, celle concernant les gouvernements wallons et fédéral. Contrairement à la région bruxelloise, les discussions semblent moins évidentes. Quand on a des nationalistes qui annoncent vouloir bloquer le pays ou vouloir ouvrir des discussions sur le confédéralisme que nous refuserons évidemment d'ouvrir, on ne va pas discuter du confédéralisme avec personne, et qu'on a en plus une extrême droite qui est très forte, c'est une situation qui est effectivement une situation très compliquée. À la Chambre, le PS a perdu plus de 145 000 voix, mais il reste le premier parti francophone du pays. Bonsoir Rudy Vervoort. Bonsoir. 17 sièges pour le PS, 4 sièges en moins. Vous expliquez comment cette baisse? Bon, vous savez, elle était annoncée. Il y avait la vague verte qui était annoncée depuis des mois, avec les manifestations tous les jeudis, les préoccupations nouvelles qui émergeaient. Et puis, je pense aussi à un travail de proximité de la part d'adversaires politiques comme le PTB dans certains quartiers. On voit bien que c'est sur ces deux pans-là que le tassement se fait. Vous avez perdu des plumes à cause du PTB ? Ah bah écoutez, on doit bien perdre à cause de quelqu'un, donc l'analyse pour moi, elle est plutôt dans le chef du PTB, oui. Alors la coalition, on commence à négocier mercredi. On a l'impression, quand on entend les uns et les autres, que la coalition PS Écolo DEFI, c'est la plus naturelle aujourd'hui en région bruxelloise. Bah, ça fait partie, je dirais, des scénarios mis sur la table. Bah, tout le monde le sait. De toute façon, à Bruxelles, il n'y a pas 36 solutions. Il y a une arithmétique qui est assez simple. Et donc, nous avons exprimé un certain nombre de préférences durant la campagne. Et donc, on va maintenant voir si ces préférences peuvent être mises en œuvre. Donc, si on lance une perspective de coalition PS Écolo DEFI, on est dans le bon, quoi. On peut dire ça aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas la seule possibilité. Je pense qu'il ne faut pas non plus fermer le jeu d'emblée. Vous savez, on assiste parfois à des surprises, donc il faut quand même rester prudent. On est dans un contexte quand même extrêmement difficile et délicat au niveau du fédéral. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui se montrer prudent et en même temps se dire qu'effectivement, on va sans doute lancer un processus qui sera, à mon avis, plus rapide qu'au fédéral. Oui, plus rapide, ça veut dire quelle échéance? Pour nous, l'échéance est toujours la même, c'est la fête nationale. Donc le 21 juillet. Voilà. Oui. Est-ce qu'on va attendre de voir les contours d'une majorité en région wallonne ou alors les Bruxellois vont travailler seuls? Il est certain qu'on va travailler de concert. Dans un parti comme le mien, pensez bien qu'on se parle à chaque étape. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va vers des majorités symétriques, parce que ça, l'histoire le montre, ça n'a jamais été le cas. Donc, parce qu'il y a des réalités bruxelloises qui sont totalement différentes de la Wallonie. Donc, oui, et donc il pourrait y avoir une majorité différente côté wallon, côté bruxellois, et pour le gouvernement de la communauté française. C'était déjà le cas. Oui, c'était déjà le cas, effectivement. Mais pour le gouvernement de la communauté française, alors, ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Ça, c'est dans un second temps qu'on va voir comment on réunit les majorités. Alors, majorité asymétrique ou pas, vous l'avez dit, ça ne vous dérange pas, une majorité asymétrique, ça permet de bien travailler, même... Ça permet surtout de tenir compte de la réalité électorale bruxelloise. C'est-à-dire qu'il y a une certaine logique quand même à se dire, dans un État fédéral, on n'est pas... condamné à faire les mêmes majorités partout, c'est le sens même du fédéralisme. Et donc, au fur et à mesure, ce fédéralisme grandit, j'ai envie de dire. Alors, c'est vrai que ça entraîne d'autres difficultés après dans l'exécution et dans le fonctionnement, dans la fluidité entre les différents niveaux de pouvoir. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile durant la dernière législature. Mais bon, on voit bien déjà ce qui s'annonce au gouvernement flamand. Les choses ne seront de toute façon pas plus simples demain qu'elles ne l'étaient hier. Oui, alors une question par rapport à la situation en Flandre, par rapport à la mise en place des coalitions au fédéral. Est-ce que cette exclusive NVA, elle peut tenir la route sur le long terme? Au fédéral? Oui.
Écoutez, je pense qu'il faudra tester. De toute façon, c'est le roi qui a la main, donc c'est pas moi qui vais ici vous dire. Oui, mais vous avez dit au PS, on veut pas de la NVA, quoi. Et la NVA dit la même chose de vous. Bah oui, ça. Mais bon. Ouais. Oui. Est-ce que ça peut tenir sur le long terme? Mais il faudra à un moment. Écoutez, c'est encore trop tôt, franchement, on est le lendemain des élections. Il faut voir après les consultations. J'imagine que le roi va nommer, alors je ne sais pas si ce sera un informateur, mais de toute manière, il va y avoir une initiative qui sera prise après l'ensemble des audiences qui auront lieu dans les jours qui viennent. Et en fonction de ça, cet informateur déposera un rapport qui permettra de déterminer les contours d'une éventuelle majorité. Elle est possible sans la NVA et le Belang. Difficile, c'est vrai, hein, et risqué sans doute, mais bon, les Flamands, je pense qu'aujourd'hui, ils ne savent plus très bien, ils doivent en perdre leur latin, parce que d'une certaine manière, ils ont chaque fois expliqué qu'ils faisaient monter dans l'optique de, c'est un peu la stratégie du CDNV, de dire on va mouiller la NVA. Écoutez, c'est eux qui se retrouvent quand même dans une situation difficile au CDNV. Je me souviens aussi du cartel CDNV-NVA, ce que ça a donné. Et donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir un peu reprendre ses esprits et voir ce qu'il y a moyen de faire. Parce que si la NVA arrive en disant c'est le confédéralisme ou rien, on va avoir un problème. Ouais. Merci Rudy Vervoort. Plaisir. Oui, merci beaucoup. Alors si le Parti socialiste reste la première formation à Bruxelles, les deux grands gagnants de ces élections régionales côté francophone sont bien Écolo et le PTB. Regardez. Voilà. Il y a quelques mois déjà, les électeurs ont envoyé un premier signal. Ils l'ont rêvé, ils l'ont fait. C'est en tout cas l'image imprimée par Écolo peu avant 21h30. Parti en progression et donc parti gagnant. 13 élus au fédéral, 15 au Parlement bruxellois. Si la place de numéro 1 échappe aux Verts, ils sont difficilement contournables et se voient revenir au pouvoir. On sera disponible, quoi qu'il en soit, je l'ai dit, pour effectivement prendre nos responsabilités et faire en sorte que les accords de majorité pour les 5 prochaines années soient ceux qui nous font rentrer dans la transition écologique. La fête aussi au PTB. La gauche radicale passe de 4 à 10 députés bruxellois, 12 à la Chambre et même 1 au Parlement européen. C'est le fruit de travail de milliers de militants qui sont battus tous les jours pour montrer vraiment qu'une autre Europe est possible et que donc on ne doit pas se résigner à ce choix terrible entre l'Europe du fric, l'Europe de l'austérité d'une part et d'autre part la montée d'une droite nationaliste xénophobe destructrice. Ici on évoque moins de montée au gouvernement, mais les militants se réjouissent d'être simplement entendus. Il y a des percées un peu partout, donc surtout en Flandre qui était hyper important, des montées partout. Ce qui est un bon résultat et ce qui est le fruit du travail du terrain depuis 5 ans. On est content que nos revendications soient entendues, telles que le logement, telles que le climat, telles que l'antiracisme. On a même vu quelques larmes, mais c'était de l'émotion partout et durant la campagne, les militants estiment avoir fait leur part du travail. Ils ont fêté le résultat jusqu'à très tard dans la nuit. Voilà, et côté écolo, on va encore entendre une réaction, mais aujourd'hui, de ce matin, de Zakia Katabi, coprésidente d'Écolo. Elle se réjouit des bons résultats de son parti. Vous allez entendre, elle parle du parti écolo pour la circonscription de Bruxelles à la Chambre, mais elle s'inquiète quand même de la mise sur pied d'une majorité au fédéral. À l'échelle de la famille écologiste à Bruxelles, par exemple, ma liste est la première liste à la Chambre. Alors moi, je pense que, par exemple, au niveau fédéral, on ne peut plus se permettre d'avoir la NVA et de lui laisser le terrain et voilà, pour déverser des discours tels qu'on ne les a jamais entendus. Ça, ce n'est pas gonflant, c'est la responsabilité d'un parti francophone. Donc j'espère que le MR a compris la leçon et qu'il ne s'alliera plus à la NVA. Bonsoir Alain Marron. 15 sièges pour Écolo en région bruxelloise, c'est de plus la vague verte. Et là, vous l'espériez plus forte. Comment vous l'expliquez ça ? Qu'elle ne soit pas, oui, la vague, vous l'espériez plus forte Non, on l'espère pas spécialement plus forte. Enfin, on espère toujours gagner au maximum les élections. Vous espériez avoir la main que vous n'avez pas aujourd'hui. Ah non, donc des sondages nous ont mis en tête. Ça n'a jamais été dans le discours du parti de dire que nous espérions absolument être les premiers. Alors évidemment, quand on voit des sondages successifs dire, voilà, et que les médias font un récit
autour de qui va être premier à Bruxelles, le PS ou Écolo, on se dit tiens, finalement, ça pourrait peut-être arriver. Maintenant, il n'y a pas de déception dans notre chef. On est effectivement premier à la Chambre et premier à l'Europe sur la circonscription de Bruxelles. Le mano à mano a duré tard au niveau de la région pour savoir qui allait finalement arriver en tête. C'est le PS. Ils ont 2 sièges d'avance. C'est sûr qu'on aurait préféré, nous, avoir les 2 sièges d'avance. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait, il n'y a pas de déception. On est quand même très content des résultats. Selon vous, que les résultats des sondages qui vous mettaient loin en tête par rapport au PS ne se sont pas concrétisés? Il y a eu l'affaire du tract ou une campagne plutôt agressive du MR et du CDH en fin de campagne? D'abord, il y a l'incapacité des sondages à prédire exactement l'élection. Et en fait, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était la même chose, où chaque fois, les résultats du Parti socialiste sont sous-évalués. Les résultats du PTB aussi, d'ailleurs, sont sous-évalués. Il faudra que les instituts de sondage s'interrogent eux-mêmes sur leurs propres correctifs par rapport à la manière dont ils gèrent les chiffres. Ça, c'est une chose. C'est vrai que le MR, tout au long de la campagne, a martelé des discours anti-écolos. C'était la ligne au niveau fédéral, pas spécialement bruxellois. La ligne du MR a été clairement de nous attaquer plutôt que de défendre son propre projet. Écolo, taxe, taxe, taxe. À un moment, effectivement, on a bien senti que ça pouvait un petit peu percoler et donc ça a peut-être un petit peu grappillé. Il est évident aussi que l'affaire du tract n'a pas aidé et sans doute nous a fait perdre 1 ou 2%. Faut pas se cacher là-dessus, quoi. Mais alors, on entendait Rudy Vervoort il y a quelques instants qui ne s'en cachait pas. Il voyait bien une alliance PS Écolo défi. Vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à cela sur le 3e partenaire, entendons-nous. Oui, donc on n'a pas d'exclusive. Le PS, vous l'avez dit, est le premier parti. C'est donc eux qui ont la main traditionnellement. Le premier parti a la main et des discussions s'enclenchent. On commence mercredi. Nous serons mercredi reçus par le Parti socialiste. Nous sommes évidemment ouverts et disposés à avancer vers un gouvernement climat. Et donc il y a des objectifs climat et justice sociale. Il y aura aussi des objectifs en termes de gouvernance, de démocratie et de simplification des institutions en Bruxelles. Ouais. Votre date, c'est aussi le 21 juillet, comme Rudy Vervoort. Nous ne sommes pas, nous, en train de mener les négociations. Ouais. Je pense que tout le monde espère que pour le 21 juillet, il y ait des gouvernements dans les entités fédérées, en région wallonne, à Bruxelles. Pour la Flandre, on verra. Bonsoir Françoise de Smet. Une victoire historique pour le PTB, 10 sièges. Qu'allez-vous en faire aujourd'hui? Vous vous imaginez déjà sur les bancs de l'opposition en région bruxelloise? Mais non, donc on a donc le Parti socialiste qui a effectivement la main et s'il nous invite, on répondra évidemment à l'invitation et on viendra avec des propositions concrètes autour de la table, donc avec des propositions qui partent évidemment de la campagne qu'on a menée sur le terrain à ces élections-ci. Oui, mais beaucoup doutent de votre volonté de participer au pouvoir. Qui nous invite et on répondra à l'invitation. C'est pas nous qui avons la main maintenant là-dessus, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'on espère que le signal qui a été envoyé par tous les gens qui ont voté pour le PTB, qui demandent un changement par rapport aux politiques qui ont été menées les années précédentes, va être entendu. Ça, je pense que c'est un signal quand même important qui a été envoyé maintenant, que ce soit sur le logement, avec donc tous les gens qui galèrent pour trouver un logement de qualité et abordable. On va avancer sur ces questions et donc on viendra avec des propositions concrètes autour de la table. Ouais. Tous les partis, en principe, ont une volonté de gouverner quand ils se lancent en politique. Est-ce que c'est votre cas aussi, où vous vous dites que vous pouvez être plus utile parfois sur les bancs de l'opposition pour faire avancer certains projets? Mais donc, on veut prendre nos responsabilités. On prend nos responsabilités déjà tous les jours. Donc, on est un parti de terrain qui a déjà fait bouger les lignes sur pas mal de choses, même en région bruxelloise. Donc, ça, c'est une première chose. Après, on veut évidemment prendre le pouvoir et pouvoir agir dans l'intérêt des gens. Mais après, on doit voir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place et avec qui on peut le faire. Ça, c'est quand même la question fondamentale. Si c'est pour appliquer la même chose qui a été fait depuis des années, c'est pas ça, pour ça que les gens ont voté pour le PTB. Les gens ont voté pour le PTB pour qu'il y ait un réel changement. Mais vous y croyez, vous, Alain Marron, à cette coalition qui serait la plus progressiste possible, comme le souhaite le PS, une coalition PS, Écolo, PTB? Moi, je l'ai déjà dit, on n'a pas d'expérience de coalition avec le PTB, même au niveau local. Nulle part. Donc pour nous, c'est l'inconnu total en fait de travailler avec le PTB. On ne sait pas ce que ça veut dire. On n'a même jamais pré-négocié avec eux. Donc pour nous, c'est très 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 mystérieux. Et donc est-ce que le PTB a une réelle volonté d'y aller, ou est-ce qu'il est plutôt dans la posture? C'est-à-dire est-ce que finalement ils vont mettre sur la table des choses qui sont réellement négociables, avec une réelle volonté d'avancer, ou bien venir avec des points de rupture tellement élevés que de toute façon ce ne sera pas possible? Très franchement, nous verrons. De toute façon, effectivement, ils seront d'abord reçus par le Parti socialiste et on verra bien ce
qui se passe. Nous, on n'a pas d'exclusive, on ne fait pas comme le MR, on ne considère pas qu'il y a un cordon sanitaire autour du PTB. Ce discours ne nous convient pas. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'amalgamer un parti raciste comme le Vlaams Belang avec le PTB, on est très très clair là-dessus, donc il n'y a pas d'exclusif. Maintenant on est circonspect, c'est vrai, sur la véritable volonté du PTB potentiellement d'y aller, c'est-à-dire de faire des compromis, pas des compromissions, mais des compromis. C'est 6 partis au gouvernement bruxellois, 6 partis, dont 3 néerlandophones, et dans les néerlandophones, il n'y aura pas que les partis de gauche, forcément et mathématiquement. Alors, votre volonté de faire des compromis, est-ce qu'elle existe, Françoise de Smet? Bien sûr, donc je rappelle quand même qu'on est en majorité dans la ville de Zelzate en Flandre, donc c'est pas qu'on ne l'a jamais fait, on le fait. Donc on est en coalition là-bas avec le SPA, mais on a réussi à se mettre d'accord sur un programme justement qui change des politiques qui étaient menées les années précédentes. Donc on a notamment supprimé un échevin pour pouvoir agir sur la lutte contre la pauvreté avec l'argent qu'on récupérait comme ça. On a inversé la fiscalité avec les entreprises qui vont payer plus pour redistribuer au niveau des habitants. Voilà, ça c'est des mesures de rupture par rapport à avant qu'on a réussi à mettre en place. Et donc, si on arrive à faire ça, et donc on n'est pas venu avec évidemment tout notre programme, on est venu avec un compromis justement, et donc qu'on a pu réaliser, c'est ça qu'on veut faire. Alors, une réaction par rapport à la situation au fédéral, Alain Marron, qui semble inextricable aujourd'hui. Vous avez répété, Écolo, à plusieurs reprises que vous n'iriez pas avec la NVA. La NVA fait de même, puisque Bardo-Wever a dit « Ne me demandez pas de gouverner avec Écolo qui me traite de nazi ». Donc par rapport à là, c'est assez clair. Mais sur la difficulté au fédéral qui se profile à l'horizon, une crise longue et cette volonté de Bardo-Wever de mettre en place le confédéralisme. Oui, alors la mise en place du confédéralisme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que je veux dire, c'est que s'il veut modifier la Constitution, il faudra des majorités, et des majorités encore plus qualifiées que celles pour un gouvernement normal. Donc très franchement, c'est encore plus compliqué d'organiser le confédéralisme que d'arriver à un accord de gouvernement simple. Donc je veux dire, ce sont des mots en l'air, enfin ce sont des menaces, mais je veux dire, à un moment, il faudra quand même atterrir, d'autant plus qu'il n'est pas impossible, au niveau fédéral, même si c'est compliqué, d'aboutir à des majorités sans la NVA et évidemment sans le Vlaams Belang. Oui, Françoise de Smet, sur cette situation au fédéral. D'abord, oui, c'est un peu une catastrophe, la montée du Vlaams Belang en Flandre. Donc, mais je voudrais dire par rapport à ça qu'il y a surtout une colère de la part des gens par rapport aux politiques antisociales qui ont été menées par le gouvernement d'une part. Et puis, on a beaucoup vu le Vlaams Belang à l'antenne en Flandre. Donc, je pense qu'ils sont passés 50 fois plus que le PTB, par exemple. Et donc, oui, le fait d'avoir banalisé ce parti a dirigé la colère des gens vers lui. Et donc, on doit surtout faire l'analyse que ce sont les mesures antisociales qui ont amené cette poussée massive vers le Vlaams Belang. Et donc c'est à ce moment-là sur ce point-là qu'on doit agir. Merci Françoise de Smet, merci Alain Marron. Alors merci avec vous, Fabrice Grosfilet, maintenant les différentes possibilités en termes de coalition en région bruxelloise. Il y a un mot magique qui a été prononcé à plusieurs reprises, notamment par Rudy Vervoort, et quand vous l'avez interrogé tout à l'heure, il ne l'a pas démenti, c'est le mot progressiste. Qu'est-ce que ça veut dire progressiste? Ça veut dire qu'on regarde sur sa gauche, et sur la gauche, il y a Écolo, et en plus Écolo est le seul parti avec le PTB qui a progressé, donc il y a une épine dorsale évidente en région bruxelloise, mais c'est également la même épine dorsale évidente en région wallonne qui associe donc PS, premier parti, avec Écolo, vainqueur en termes de progression dans les deux régions. Alors il leur faudra un troisième partenaire, et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, et vous avez entendu que Rudy Vervoort ne voulait pas complètement se laisser enfermer, et qu'il ne confirmait pas que ce troisième partenaire serait défi. Alors ça pourrait effectivement être défi parce que notamment à Bruxelles, sur le plan du programme, c'est sans doute le parti qui est le plus compatible avec les deux autres. Il a 10 sièges, ça apporte une majorité suffisante. Mais ça pourrait aussi être mathématiquement le CDH, même si c'est un peu plus juste. Et ça pourrait aussi être le mouvement réformateur si ces partis décident non pas de privilégier le programme, et notamment le programme en région bruxelloise, mais s'ils prennent un petit peu de hauteur et s'ils ont une réflexion qui englobe également la majorité en Wallonie, la majorité en Fédération Wallonie-Bruxelles et éventuellement une participation au fédéral, parce que ça donne une assise beaucoup plus large et ça donnerait plus de poids aux francophones dans une éventuelle négociation au fédéral. C'est plus compliqué du programme, notamment parce qu'on sait que le MR et Écolo ne se sont pas échangés que des amabilités ces dernières semaines, mais arithmétiquement, c'est une coalition plus large qui pourrait avoir du sens. Donc voilà, il y a deux options. Et il ne faut sans doute pas écarter l'une ou l'autre aujourd'hui, parce que probablement qu'aujourd'hui, la décision dans les états-majors n'est pas encore prise.
Merci Fabrice. Autre leçon de ce scrutin, tous les partis traditionnels ont été sanctionnés. L'EMR qui ne capitalise pas sur sa participation au pouvoir au niveau fédéral, ni défie l'un des partenaires du gouvernement bruxellois sortant. Ils sont tous les deux en recul. Nous sommes mobilisés, nous sommes debout, prêts à donner le meilleur une fois encore pour notre pays. C'est avec un discours presque galvanisateur que Charles Michel a remercié ses troupes hier soir. Et pourtant, l'EMR n'est plus que la 3e force politique à Bruxelles, où il perd 5 élus. À la Chambre, là où le parti était au pouvoir, la chute est de 6 sièges. Ce qui va compter maintenant pour nous, c'est avec sérénité, avec humilité aussi, de regarder comment on peut être une force positive, de solution, qui jette des ponts, qui fédère, pour faire en sorte que, tant dans les régions que sur le plan fédéral, on puisse donner un avenir positif et prospère à l'ensemble du pays. Du côté des chefs de file de défi, les visages sont tendus. On scrute les résultats au siège du parti. Les chiffres ne montent pas, même si on se veut optimiste. Quand on voit l'effondrement ou la baisse des partis traditionnels, des partis libéraux, socialistes et CDH qui perdent tous, Écolo a gagné, il faut le reconnaître, le PTB a gagné et nous on a très bien stabilisé. On a une petite victoire, petite baisse, on ne sait pas encore très bien les derniers chiffres. Finalement, les derniers chiffres montrent que si Défi conserve ses 2 sièges à la Chambre, il en perd 2 au Parlement bruxellois et se retrouve à égalité avec le PTB à la 4e place. Bonsoir Olivier Minguin. Ce tassement de Défi, quelle explication? C'est l'absence de ténor, la nouvelle génération? Oui, c'est une des explications. Soyons honnêtes, en effet, c'est un tassement qui n'a pas l'ampleur des reculs que connaissent d'autres partis, mais honnêtement, c'est un tassement auquel on aurait préféré échapper, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'on a décidé de passer le témoin à la nouvelle génération, et je suis assez satisfait de voir quand même que la nouvelle génération, que ce soit à la Chambre, avec les très très beaux résultats quand même de François de Smet, Sophie Rony, Jonathan Delatour et de tant d'autres, font que, on disait sans Olivier Minguin, c'est 32 000 voix, ça va être l'effondrement. Non, c'est pas du tout l'effondrement, c'est la confirmation. Et à la région, on disait sans Didier Gauzoin, meilleur score, je rappelle, en 2014, c'était lui qui était le champion des voix de préférence, ça sera aussi, non, Bernard Clairfeuille fait un très beau score, et la nouvelle génération est là. Donc, rassurer que le passage du témoin se fasse dans de bonnes conditions, même si j'aurais préféré garder le nombre d'élus. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Bonsoir Françoise Kepmans. Alors l'EMR perd 5 sièges. Vous avez mis en cause un MR bashing depuis plusieurs années qui serait la cause de cette perte des suffrages. Est-ce que ça suffit, ça, comme explication ? Mais c'est certainement l'explication la plus importante. En effet, moi j'ai vécu ça pendant toute la campagne électorale et même auparavant, pendant les élections communales, systématiquement, tout ce qui ne va pas en région bruxelloise, tout ce qui ne va pas dans les communes, c'est la faute du mouvement réformateur. Et pourtant, en principe, on capitalise dans l'opposition. Pas nécessairement, on ne capitalise pas nécessairement, mais c'est véritablement voilà, moi je l'ai ressenti comme une critique constante parce que finalement nos opposants politiques n'avaient pas de projet concret à mettre sur la table. Donc il était tellement plus facile auprès de quartiers, auprès d'une population qui vit parfois dans des situations de précarité, de dire que nécessairement tout venait du mouvement réformateur. Alors on sait que la situation est moins facile qu'il y a quelques années, qu'il y a une situation socio-économique compliquée, et donc c'était un petit peu l'excuse que les partis au pouvoir ont trouvé de systématiquement remettre tout sur le mouvement réformateur et de dire que ça venait nécessairement de la coalition fédérale avec l'ANV. Mais après les communales, on se souvient de la formule de Boris Didiès qui disait qu'on s'est pris une tôle au communal et qu'on doit en tirer les conséquences. Est-ce que vous avez l'impression que les conséquences ont été assez tirées dans la composition de la liste? Est-ce qu'elle reflète la diversité de la région, la sociologie bruxelloise? Alors, malheureusement, les élections régionales et fédérales sont venues très vite après les élections communales. Et donc, on n'a pas eu suffisamment de temps pour s'organiser. Mais la liste que nous avions présentée, c'est une liste où il y a des hommes et des femmes politiques d'expérience, mais il y a aussi une nouvelle génération qui a été mise en place. Donc moi, je suis tout à fait satisfaite de la manière dont cette liste a été présentée. Et elle représentait tous les quartiers de la région bruxelloise. Alors, Olivier Minguin, on entendait
Rudy Vervoort qui disait effectivement que sa coalition idéale, ce serait PS, écolo, défi, mais sans s'avancer plus, gardant des portes ouvertes. Comment allez-vous faire pour le convaincre de vous prendre dans cet attelage ? Je suis toujours très prudent parce que mon expérience me fait dire que le jeu des alliances à différents niveaux de pouvoir peut avoir des conséquences inattendues. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en 2014. On ne pouvait quand même pas prédire au soir des élections de 2014 que nous serions invités à une table de négociation à la région bruxelloise. Mais ce qui est vrai, c'est que le travail effectué tant par Didier Gozouin que par Cécile Jodogne à la région bruxelloise a été vraiment apprécié. C'est aussi sans doute une des raisons de notre bon comportement, c'est que nous sommes apparus comme un parti gestionnaire fiable, crédible, novateur. Et donc c'est vrai qu'on a une volonté de poursuivre. On l'a fait avec un partenaire. Je rappelle que nous avons veillé à la stabilité des institutions bruxelloises, là où d'autres auraient peut-être pu faire courir un risque majeur. On aurait peut-être eu, à un moment donné, la NVA dans le gouvernement bruxellois si j'avais suivi les appels de certains. Tout ça, on a évité. Donc, c'est vrai qu'il y a une stabilité que nous souhaitons poursuivre. Mais moi, je suis très, très, très prudent parce que je sais que les majorités en Wallonie, au fédéral, en Fédération Wallonie, tout ça... Fédération Wallonie-Bruxelles, tout ça peut peser sur le choix des partenaires à Bruxelles aussi. Ouais. François Skepmans, le MR est dans l'opposition depuis 15 ans. 5 ans d'opposition en plus, ce serait une catastrophe pour le mouvement réformateur. Ce serait une génération politique quasiment. Alors, d'abord, nous étions second parti aux élections précédentes et nous avons été envoyés dans l'opposition. Donc, ce n'est pas uniquement le résultat électoral qui compte pour faire une majorité. Évidemment, ce serait surtout, je pense, une catastrophe pour la région bruxelloise de faire en sorte que le mouvement réformateur soit encore une fois dans l'opposition alors qu'il représente une force politique solide avec un programme sérieux. Donc, moi, je vois la catastrophe plutôt au niveau de la région et de ses habitants. Une dernière question par rapport, Olivier Minguin, à la situation au fédéral et ce spectre du confédéralisme qui est agité clairement aujourd'hui par Bart De Wever. Vous savez, quelle que soit la future majorité au fédéral, la NVA va continuer à faire son travail de sape. Je crois que du côté francophone, et le MR en a payé le prix, on sous-estime ce qu'est la vraie finalité de la NVA. La vraie finalité de la NVA, c'est pas gérer l'État belge, c'est gérer la Flandre dans son seul intérêt. Et si le gouvernement fédéral peut venir en soutien des intérêts du gouvernement flamand et de la Flandre, la NVA s'en servira. Mais plus fondamentalement, la NVA veut un jour forcer la main aux francophones, et Bart De Wever le dit très clairement aujourd'hui, puisque nous n'avons pas de convergence idéologique, il faut accepter une forme de séparation, plus ou moins accentuée, plus ou moins larvée, plus ou moins explicite. Et ça sert la cause de la NVA qui veut montrer que la Flandre, à elle seule, peut s'assumer sans devoir tirer ce qu'elle prétend être le boulet du sud du pays. Ça, c'est vraiment l'objectif. Bart De Wever n'est pas un gestionnaire. Bart De Wever, c'est une sorte... Il se prend pour le messie de la Flandre qui a ses qualités par elle-même sans avoir des comptes à rendre au sud du pays. Une réponse rapide, François Skepmans. Le MR sous-estime la NVA, le danger de la NVA. Ce qu'il faut, c'est que les francophones de ce pays soient forts et qu'ils soient ensemble. Et que justement, au niveau régional et au niveau fédéral, on puisse se tenir. Pour moi, c'est l'essentiel pour pouvoir justement avoir un projet solide par rapport à la Flandre. Merci Olivier Minguin, merci François Skepmans. Merci à tous les deux. Alors on vient d'entendre effectivement la perte de points pour les partis traditionnels, ici Défi et le MR. Même constat du côté du CDH. Même si la catastrophe annoncée pour les humanistes ne s'est pas produite, le parti est en recul à Bruxelles. Passera ou pas la barre fatidique des 5%, ce cap qui permet d'avoir des élus au Parlement bruxellois. Le CDH s'est officiellement toujours dit confiant, mais lorsque le score de 7,6% des suffrages s'affiche, c'est une ombre qui s'envole. D'abord, certains annonçaient la disparition du CDH à Bruxelles, ce n'est pas le cas. On sera encore bien présent dans la future Assemblée parlementaire. Maintenant, c'est vrai que les résultats sont mitigés, mais il y a eu tout un changement de génération. Derrière Céline et Pierre, il y avait toute une nouvelle génération. Et donc évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à des 20% quand vous mettez des jeunes qui ne sont pas encore connus pour porter le combat. La place aux jeunes. De souhait après les communales, l'option devient une nécessité pour le parti, souligné par son ancien président.
crois qu'on va pouvoir prendre le temps de l'analyse. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on mise davantage demain sur les jeunes à Bruxelles, les jeunes du parti, qui feront, à mon avis, de très bons scores, qui représentent une nouvelle génération. Certains ont déjà des responsabilités comme échevins dans certaines communes. Je pense à Mounir Larissi ou à beaucoup d'autres, qui clairement doivent prendre la relève par rapport à ce qui se produit. Le chantier est vaste. Après avoir perdu 3 sièges à la région, le CDH se retrouve bon dernier des partis francophones, loin derrière le PTB. Bonsoir Céline Frémaux. Bonsoir. Dans la dernière heure, Ahmed El Kannous, un député qui n'a pas été réélu, appelle à une remise en question. Il dit que le CDH s'éloigne des valeurs fondamentales du parti, centre humaniste, liberté de culte et de conscience. Votre réaction ? Je pense que c'est la réaction d'un parlementaire qui a beaucoup donné pendant 10 ans et qui a une certaine tristesse aussi de voir la vie dans laquelle il s'est investi s'éloigner. Nous avons toujours privilégié le dialogue et donc si certains considèrent ne pas avoir été suffisamment entendus, je mettrai toute l'énergie là-dedans dans les jours qui viennent pour essayer de comprendre aussi d'où vient ce sentiment. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons 6 députés avec une équipe qui est fortement renouvelée, avec une jeune génération qui a émergé. Vous avez vu à l'écran dans le reportage Christophe de Beuquelaar, qui est un jeune échevin de 31 ans. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous? Pourquoi ce revers du CDH? Attendez, je vais quand même me remettre un tout petit peu les choses dans l'ordre. Pendant des mois ici, sur ce plateau et ailleurs, nous n'avons eu cesse d'entendre que le CDH était en dessous du seuil électoral, que nous allions totalement disparaître de la carte. Après les élections du mois d'octobre, je vous rappelle que le CDH est titulaire de 4 majorat à Bruxelles. Aujourd'hui, on a une représentation à plus de 7,5 du collège francophone et nous sommes à 6 députés. 6 députés dont 3 incarnent cette jeune génération que j'ai souhaité mettre en place à partir du mois d'octobre 2018. Donc il y a eu de la continuité. Oui, mais vous n'êtes pas satisfaite du résultat, j'imagine. Alors attendez, je vais être très clair par rapport à ça. Il y a une perte. Donc il y a une défaite, bien évidemment. Il faut pouvoir la reconnaître. Mais je dois vous avouer aussi que je me sens extrêmement sereine parce qu'il y avait eu ce pari de la jeunesse. Et donc c'est très bien de mettre des jeunes sur les listes. C'est toujours mieux de les faire émerger. On a Véronique Lefranc aujourd'hui qui deviendra parlementaire. Christophe de Beuquelaar. On a une magnifique surprise qui est Gladys Kazadi qui a 25 ans, qui vient de Berchem, qui a un potentiel énorme. Oui, est-ce que vous êtes aujourd'hui dans une position de faiblesse dans la perspective d'entrer dans une majorité bruxelloise? Je voudrais juste vous souligner qu'entre majorité et opposition, le choix n'est pas fait et que l'opposition n'est pas un tabou pour nous. Maxime Prévost est à la barre. Il a la confiance de son parti. C'est un président qui a été renouvelé, en tout cas désigné récemment, qui a pu emmener les troupes au combat dans un climat serein. Vous êtes en train de nous dire que vous pourriez choisir l'opposition dans le but de vous ressourcer ou vous n'en êtes pas encore là? En tout état de cause, aujourd'hui, nous n'avons pas les cartes en main. Donc, si nous sommes invités, nous irons. Et je pense qu'il y a un travail de profonde reconstruction à faire au niveau de Bruxelles, puisqu'on voit une jeune génération émerger. Il y a un travail aussi de fond. Moi, je me suis retrouvée à 2 mois des élections à devoir mener une liste avec toute une série de personnes qui ont quitté aussi le parti. Cette reconstruction, elle serait plus facile à faire dans l'opposition? Je ne peux pas en préjuger aujourd'hui parce qu'on voit que la situation est complexe partout. Mais à tout le moins, on a pris le temps d'analyser les résultats. Il y a une défaite, bien évidemment. C'est jamais agréable de perdre un tiers de ses parlementaires sur l'ensemble d'une formation politique. Donc, nous allons continuer à nous réunir, à analyser, à regarder ce qui est le mieux pour nous. Merci Céline Frémaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis côté néerlandophone, à Bruxelles, Groen confirme la vague verte en devenant le premier parti flamand de Bruxelles. Juste derrière, on retrouve l'ANVA, puis l'Open VLD. Les socialistes flamands, One Brussels, sont 4e. Un grand vainqueur à Bruxelles, côté néerlandophone. Groen et ses 4 sièges au Parlement bruxellois. 4, c'est un de plus qu'en 2014 et c'est aussi un bond considérable qui propulse les Verts flamands de la 3e à la 1re place. Nous avons gagné, nous sommes le seul parti démocratique qui était déjà dans le Parlement qui augmente, mais c'est une double espoir, une double émotion parce qu'en même temps on voit que le Belang gagne énormément et les défis pour le futur sont très grands. Mais comment évoquer le scrutin 2019 sans parler de la montée du nationalisme en Flandre, mais aussi à Bruxelles, où la NVA gagne 2 places et devient le 2e parti néerlandophone. La NVA, un partenaire potentiel? Quand vous voyez notre programme, qui par exemple embrasse la diversité de Bruxelles comme une richesse,
notre collaboration intense avec notre partenaire écolo qui marche super bien et on y croit. C'est la concertation entre les Bruxellois qui va nous amener plus loin. Vous voyez tout de suite que c'est une position et une attitude qui est assez loin de celle de NVA. Et pour les socialistes flamands, le réveil est mitigé. One Brussels passe de 2e à 4e force politique néerlandophone à Bruxelles. Personnellement, j'ai le plus de voix de préférence côté néerlandophone, ça c'est évidemment bien. Mais d'autre part, on n'a pas gagné en sièges, on a gardé nos 3 sièges. Et même qu'on avance un peu en chiffre absolu, mais en chiffre relatif, on perd de pourcentage. Si le réveil est contrasté pour les socialistes flamands, il est radical côté libéraux. L'Open VLD perd 2 sièges sur 5 et avec ceci son leadership, passant de 1er à 3e à Bruxelles. Disons que le résultat est entre moyen et médiocre. Nous nous attendions à un résultat peut-être moins bon que les élections précédentes, mais c'était quand même le coup était un peu plus dur que prévu. Prochaine étape pour Groen, rencontrer les différents partis et entamer les négociations. Une seule certitude, le souhait de former une majorité progressiste et bénéfique pour les Bruxellois. Et on va regarder plus précisément ce que ça donne en nombre de sièges pour les partis néerlandophones au Parlement bruxellois, Marine. Oui, Valérie, exactement. Et vous allez le voir dans un instant, on l'a dit, c'est Groen, le premier parti flamand à Bruxelles. Groen qui compte donc 4 sièges. L'Open VLD perd 2 sièges et est à 3 sièges. Les socialistes flamands et la NVA se maintiennent avec 3 députés également. Le CDNV perd 1 siège. Le parti Agora fait, lui, son entrée au Parlement bruxellois avec 1 siège. Le PVDA gagne 1 siège également. Et enfin, statu quo pour le Vlaams Belang qui garde son élu. Voilà donc pour le score des partis flamands à Bruxelles. Et on vous remercie Marine Hubert qui nous a accompagnés tout au long de ces élections pour les résultats. Alors, une petite perspective côté néerlandophone, est-ce qu'on peut déjà tracer les contours d'une majorité ou ça reste compliqué aujourd'hui? Non, c'est relativement simple. On va d'abord souligner une chose, c'est qu'il y avait la crainte d'un blocage du côté néerlandophone à Bruxelles si la NVA et le Vlaams Belang faisaient tous les deux un bon score. Ces deux partis ont fait des très bons scores côté flamand, mais pas à Bruxelles. Il y a donc une spécificité du vote au sein du collège néerlandophone à Bruxelles et probablement qu'un certain nombre de francophones ont d'ailleurs voté dans ce côté néerlandophone pour faire barrage à la montée du parti nationaliste et du parti d'extrême droite. Alors oui, il y a une coalition assez simple à mettre en place, donc Groen à la main puisque Groen est le premier parti et on peut imaginer que si Groen veut contourner la NVA, Groen va appeler l'Open VLD et One Brussels de Pascal Smet et ensemble, ces 3 partis obtiendraient 10 sièges sur 17, c'est une majorité confortable, donc un espèce d'arc-en-ciel avec les libéraux, les écologistes et les socialistes flamands. C'est une majorité confortable et c'est effectivement la coalition la plus simple à mettre en place. Merci Fabrice. Merci beaucoup. Alors, il reste encore des résultats qu'on attend avec impatience. En général, ce sont les voix de préférence à Bruxelles, notamment Marine. Oui, Valérie est le champion des voix de préférence à Bruxelles. Regardez, eh bien, c'est Rudy Verwoerd, ministre-président sortant, avec 16 889 voix. Juste derrière, une trentaine de voix après, Françoise Keepmans, députée fédérale MR. Et puis, 3e sur ce podium, le bourgmestre de Schaerbeek, Bernard Clerfailly, avec 14 672 voix. Alors, si l'on regarde maintenant de la 4e à la 6e place. Regardez, il y a d'abord Youssef Andichi, député bruxellois PTB. Françoise de Smet, tête de liste PDP à la région bruxelloise, est 5e. Et puis à la 6e place, c'est l'une des grandes figures du parti écolo à Bruxelles, Alain Marron, qui tirait d'ailleurs la liste écolo à la région bruxelloise. Voilà donc pour les élus qui ont obtenu le plus de voix à Bruxelles. Merci beaucoup, Marine. La surprise est venue hier soir aussi des petites listes. Satisfaction pour Dire Animal et Agora, qui ont chacune réussi à obtenir un siège au Parlement bruxellois.
Ils sont de la fête ce soir et pour cause, leurs défenseurs font leur entrée au Parlement bruxellois. C'est la végétalienne Victoria Ostraat qui siégera pour Dire Animal. Oui, on est tous très heureux parce qu'on ne s'attendait pas à de tels résultats pour l'instant. Ouais. On est émus parce que c'est la première fois qu'en Belgique, un parti animaliste participe aux élections. Un résultat inattendu pour ce parti bilingue qui n'avait pas lésiné en présentant pas moins de 17 listes et plus de 200 candidats répartis sur tous les niveaux de pouvoir. L'autre petite liste qui fait son entrée, c'est Agora. Son ambition, obtenir le tirage au sort des élus. On est satisfait d'avoir le micro ce soir, que les citoyens croient en eux-mêmes. Et aujourd'hui, on est aussi satisfait d'avoir presque 3000 voix, effectivement, qui croient en une assemblée citoyenne au Parlement régional bruxellois. Et pour ça, on a envie de dire vraiment merci. Déjà, le travail réalisé est incroyable. On a suscité le débat. On a fait un questionnement à propos de la démocratie à Bruxelles, dans les foyers, dans les écoles. Et je suis déjà très content de ce qu'on a réalisé sur ce plan-là. Les autres petites listes comme Plan B, Collectif Citoyen ou Acte Salem n'auront pas eu autant de succès. Ouais, et puis échec aussi pour les listes d'Estex qui n'obtiennent aucun élu. Alain Destex avait quitté le MR pour mener sa propre campagne. Il ne baisse pas les bras. Ce n'est qu'un début pour sa formation politique, dit-il, qui va continuer à exister, mais sous un autre nom. On écoute sa réaction recueillie hier soir. Vous savez que notre liste, elle n'a même pas 3 mois, elle a un peu plus de 2 mois. Donc je pense que pour un coup d'essai, c'est pas mal. Comme vous le voyez autour de vous, on a une base militante, des gens motivés. Et on va construire à partir de cette base militante dans les prochains mois et les prochaines années. Et c'est ici que nous refermons cette édition spéciale. Merci Jean-Christophe. Merci à vous. Et puis merci à tous. Demain, retour à la normale à 12h30. Vous retrouverez Muriel Berck. L'invité politique sera Charles Piquet, bourgmestre socialiste de Saint-Gilles. Passez une très bonne soirée.